Je vais vous parler un petit peu du parcours que j'ai entrepris et surtout de ce que j'ai rencontré dans ces 5 ou 6 dernières années. C'est vrai, comme on l'a dit, pendant 25 ans, j'ai eu un parcours en entreprise et j'ai géré des grosses et des petites entreprises, des multinationales. J'ai travaillé pour Procter Gamble, pour Reckitt Benckiser, pour Stanley. Et ça, j'ai fait pendant 25 ans. Et c'était un boulot passionnant qui m'a beaucoup apporté de gérer surtout des valeurs financières. Et puis, il se passe quelque chose quand vous approchez de la quarantaine, ou plutôt de la cinquantaine, il se passe ce qu'on appelle le midlife crisis. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà passés par cette phase. C'est une période assez intéressante où on se rend compte que subitement, le temps qui est devant nous est beaucoup plus court que le temps qui est derrière nous. Et on se dit, tiens, alors il y a toute une remise en question de quelles sont mes valeurs dans la vie, qu'est-ce que je veux vraiment faire, de quoi je veux occuper mon temps pour les prochaines X années qui me restent. Et moi, personnellement, on a tous été impressionnés, je crois, par des films ou des livres qui nous ont marqués. Moi, j'ai été impressionné par un film que j'ai vu dans les années 80. C'était un film qui a eu beaucoup d'Oscars, pardon. Et il y avait deux acteurs fascinants. Il y avait Meryl Streep et Robert Redford. Vous voyez le film que j'évoque? Ouais, ouais, Out of Africa. Out of Africa, ça c'était un film fantastique. Je ne sais pas, pour ceux qui l'ont vu, les premières minutes du film sont assez fantastiques parce qu'on voit Meryl Streep qui est âgée, et ce film raconte l'histoire de Karen Blixen, et elle a cette phrase fantastique au début du film. Elle a cette phrase qui dit "You see, I had a farm in Africa at the foot of the Ngong Hills, but it all began before that. It really began in Denmark." Et après, le film raconte toute l'histoire de Karen Blixen et son histoire où elle part de Copenhague pour aller à Nairobi. Et moi, j'ai trouvé ce film fantastique. Je me suis dit, mais waouh, quelle richesse de vie! Moi aussi, je veux avoir une vie aussi riche que ça, partir du Danemark, aller à Nairobi, etc. Alors, je me suis dit, voilà, à l'aube de la cinquantaine, qu'est-ce que je peux faire pour enrichir ma vie? Alors, mon parcours n'a pas été aussi riche que Karen Blixen. Je n'ai pas été de Nairobi de Copenhague à Nairobi. Moi, j'ai fait Wezenbeek, Molenbeek. Okay, donc, c'est un peu moins sexy, mais enfin, bon, voilà, c'est un parcours tout aussi intéressant et tout aussi aventurier. Et Wezenbeek, Molenbeek, c'est une aventure. Et donc, voilà, je suis passé du monde de l'entreprise dans une école qu'on appelle les écoles à discrimination positive, qu'on appelle maintenant les écoles en encadrement différencié. Et en 2008, j'ai commencé à enseigner à l'Institut des Ursulines, ici à Molenbeek, pas très loin d'ici. Et c'était une découverte fascinante. Et je voudrais partager un peu avec vous, dans les quelques minutes que j'ai aujourd'hui, ma découverte de ce qu'on appelle l'iniquité scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'iniquité scolaire? Alors, avant de parler de l'iniquité scolaire, un mot sur le métier de prof. Est-ce qu'il y a des enseignants ici? Levez comme ça. 1, 2, 3, oui, quelques enseignants. Okay. Donc, quelques enseignants. Donc, on sait que le métier d'enseignant est un métier fascinant, mais difficile, surtout quand on n'est pas formé au métier au départ, ce qui était mon cas. J'avais à l'époque pas d'agrégation. Et donc, mes premiers jours en salle de classe, ça ressemblait à ça. C'était pas vraiment des élèves extrêmement motivants. C'était des élèves qui avaient une motivation limité. Hein. Il n'était certainement pas passé par les classes de maternelle de Céline. Donc voilà, il y avait un manque d'enthousiasme très clair par rapport au cours que je donnais. Mais il y a aussi dans ce métier d'enseignant des choses fascinantes. Des choses fascinantes, c'est ce que j'appelle les poussées d'adrénaline, que tous les profs qui sont ici dans la salle ont connu. C'est les fameux moments où en fin de cours, un élève traîne un peu pour ranger ses affaires, il voit qu'il veut un peu vous parler, et puis il vient vous trouver et vous dit « Ah monsieur, la règle de 3 pour finir, je l'ai comprise. » Et ça, c'est génial. C'est mon moment d'adrénaline. Alors voilà, c'est un métier en dents de scie, on a des poussées d'adrénaline, puis on est découragé pendant 3 semaines parce qu'ils ne comprennent rien. Puis pouf, subitement, ils ont compris le système de fraction, la règle de 3. Et ça, c'est génial comme métier. Mais je ne suis pas ici pour parler du métier d'enseignant, je suis ici pour parler de l'iniquité scolaire. Alors l'iniquité scolaire, je vais l'aborder en chiffres et je vais l'aborder en réalité en tant qu'enseignant. En chiffres d'abord, je vais vous montrer 2 chiffres qui sont assez frappants pour la Belgique, que ce soit en fédération Wallonie-Bruxelles ou que ce soit en communauté flamande. L'iniquité scolaire est dramatique. Alors l'iniquité scolaire, c'est quoi? C'est la différence de résultats, ici mesurée en termes de chiffres PISA, entre les écoles les plus favorisées et les écoles les moins favorisées. En communauté française, en fédération Wallonie-Bruxelles, pardon, il y a 112 points PISA et en communauté flamande, 115 points ou 117 points PISA. Pour une fois, on est assez d'accord entre le nord et le sud du pays. On est très, très inéquitable. Alors ça veut dire quoi, 112 points PISA?
Ça veut dire 3 années, plus de 3 années pédagogiques de différence au niveau d'un élève de 15 ans. Donc on va faire très bref, et pour tomber un peu dans les clichés, mais enfin bon, on est sur Bruxelles, un élève qui fréquente le Collège Saint-Michel, la Vierge Fidèle, l'Institut Saint-André, à 15 ans, a 3 années pédagogiques d'avance par rapport à un élève qui est à l'Athénée Serge-Creuse ou à l'Institut des Ursulines où j'enseignais. 3 années pédagogiques de différence, c'est énorme. Vous voyez dans le classement PISA que la Belgique se classe très très mal dans ce classement PISA. On est un des pires pays au niveau du respect de l'iniquité scolaire. Alors l'iniquité scolaire, j'ai un autre chiffre qui est assez frappant aussi. Ça montre le choix des filières par commune en région bruxelloise. Le bleu, c'est les filières générales. Les autres couleurs sont les filières techniques ou professionnalisantes. Et vous avez les communes, les Woluwe, les Watermal qui sont en haut, puis vous avez les Saint-Josse, les Molenbeek qui sont en bas. Vous voyez que pour les communes à indice socio-économique élevé, plus de 70%, 75% des élèves choisissent des filières générales. Pour les communes à indice socio-économique basse, Saint-Josse, Molenbeek, 30%. Et les autres choisissent des filières techniques et professionnelles. Alors, dans l'absolu, est-ce que c'est mal de choisir une filière technique ou professionnelle? Non, dans l'absolu, c'est pas mal. Pour autant que ce soit un choix. Pour autant que l'élève, en pleine opportunité, se soit dit, ben voilà, c'est mon choix de carrière de faire maçon, électricien ou d'être avocat ou médecin. On peut douter, évidemment, qu'il y ait réellement un choix derrière, une corrélation aussi établie entre l'indice socio-économique des communes et le choix des filières des élèves. Ça, c'est pour les chiffres. Maintenant, en tant qu'enseignant, on est confronté à l'iniquité scolaire de façon un peu surprenante parfois. Alors, je donnais un cours de sciences humaines. Dans le cours de sciences humaines, c'est assez génial le cours de sciences humaines parce qu'on peut mettre à peu près tout. Je m'étais dit, bon, on va apprendre les régions de Belgique à des élèves de 18 ans. Hein. Donc, c'était des élèves qui étaient en 6e professionnel. On va apprendre les 3 régions de Belgique. Et je leur avais fait un petit test, une carte vierge, replacer sur une carte vierge les 3 régions de Belgique. Et voilà le type de résultat que j'ai. Alors j'en ai pris 2 à titre d'exemple, mais l'ensemble de ma classe donnait ce type de résultat. Alors soit je suis très mauvais enseignant, ce qui peut être le cas, soit il y a eu un problème dans leur parcours scolaire. Voilà, ça c'est un résultat. On montrait, il y a Bruxelles capitale très grand, puis il y a une région germanophone immense aussi. Okay, donc c'était intéressant comme résultat. Et puis un autre résultat, il y a la région wallonne du côté d'Ostende, la région Bruxelles-Capitale qui est très grande, puis la région flamande qui est du côté de La Roche. Alors c'est probablement quelqu'un qui est allé à La Panne ou à Coxyde, qui a entendu parler français, qui s'est dit tiens, ça doit être de la région wallonne, puis il est allé à La Roche en Ardennes, il a entendu parler flamand, il dit tiens, ça doit être de la région flamande là. Alors c'est tout de même interpellant des élèves qui ont 18 ans et qui reviennent avec ce type de résultat. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur scolarité? Alors on peut en rigoler, évidemment, on peut en sourire, on se dit mais il y a quelque chose qui a bugué dans le système. Alors, un autre exemple d'iniquité, c'est une jeune fille qui a commencé ses études secondaires, enfin, qui a fini son parcours professionnel, qui voulait faire un bachelier en comptabilité. Quelques jours après son début, elle m'envoie ce mail qui est bouleversant. Je vous le livre tel que je l'avais reçu à l'époque. « Bonjour monsieur, cela fait une semaine que je suis allé au cours et aujourd'hui j'ai eu cours de statistiques et mathématiques. Je me suis senti conne par rapport aux autres élèves car j'étais la seule à ne jamais avoir vu cela dans ma scolarité. J'ai effectué 7 ans dans le professionnel et quand je vois ce que j'ai vu, j'apprends maintenant, j'ai l'impression que tout ce que j'ai appris auparavant ne m'a servi à rien. Vous ne pouvez pas savoir comment je me suis senti idiote à côté des autres. Je n'ai jamais été en général, ni en technique d'ailleurs. Je le regrette vraiment du fond du cœur car au milieu de tous ces élèves, c'est là que je vois le niveau et quand je le compare avec le mien. Si c'était que ça, ce serait simple, mais il y a aussi le cours d'anglais que je n'ai jamais eu dans ma scolarité. Je suis perdu, monsieur, je sens que je vais rater. D'ailleurs, le prof de maths était étonné de savoir que je n'ai jamais vraiment eu de mathématiques dans le passé. Pourriez-vous me donner votre avis là-dessus? Merci. Bonne soirée à vous, etc. Alors évidemment, quand on est enseignant, on reçoit ce genre de mail, on est bouleversé, parce que cette jeune fille est parfaitement lucide, évidemment, de ses capacités et de son parcours. Qu'est-ce qu'on répond en tant qu'enseignant face à cette lucidité? C'est bouleversant. Autre exemple, et dernier exemple d'iniquité, je donnais un cours aussi en 7e année de GTPE, gestion de très petites entreprises, où des jeunes qui voulaient créer leur entreprise fournissaient un business plan. Donc je leur ai demandé, quel est votre projet d'entreprise? Et un jeune garçon de 21 ans, Hamza, me donne sa rédaction. Et voilà, sa rédaction, son texte. « 7 ans, 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 7
vous comprenez bien que c'est impossible à lire, c'est bourré de fautes d'orthographe, donc ce jeune garçon a probablement atteint un certain nombre de troubles de dyslexie qui n'a pas été identifié quand il était plus jeune. Mais par contre, son discours, quand on parvient à le lire, est tout de même assez élaboré. Il parle ici à la fin, et le secteur immobilier est souvent décrié comme une valeur refuge. Donc on dit, voilà, c'est un vocabulaire qui est déjà assez recherché, valeur refuge, le secteur immobilier, etc. Comment voulez-vous que ce jeune garçon postule un jour dans une entreprise à Bruxelles ou en Belgique, avec ce type d'orthographe ou ce type de calligraphie? C'est absolument impossible. Donc quand on parle d'iniquité scolaire, c'est ça, en fait, qu'on vit tous les jours dans les écoles, principalement en encadrement différencié, que ce soit à Bruxelles ou dans l'ensemble de la Belgique. Alors pourquoi cette iniquité scolaire? Alors moi, je n'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, parce que bon, ça c'est l'affaire des spécialistes, des sociologues, de venir avec des réponses sur la raison de cette iniquité scolaire. Mais quand je dis j'ai pas de réponse, j'en ai peut-être une. Il faut remettre l'école au centre des préoccupations de ses élèves. Ces élèves ont une vie très chaotique, très bouleversée, très dense. Souvent ils travaillent, souvent ils sont en charge de famille, souvent ils sont l'aîné d'une famille avec des parents parfois absents, etc. Donc ils ont plein d'autres préoccupations dans la vie que l'école. L'école, c'est une des choses qu'ils doivent faire par rapport à des milliers d'autres choses qu'ils doivent faire dans la vie. Donc, il faut remettre l'école au centre de leurs préoccupations. Il faut, deuxièmement, et ça je crois qu'on a déjà abordé avec les deux premiers intervenants, remettre la confiance de l'élève en eux. Souvent, je vous l'ai dit, ils ont un parcours très chaotique, ils ont doublé une fois, deux fois, trois fois. Le manque de confiance en l'établissement scolaire et en la scolarité est criant pour eux, donc remettre cette confiance en eux. Alors, on ne va pas venir ici sur comment on y arrive, parce que bon, ça demanderait un grand débat, mais quelques chiffres aussi pour vous montrer d'où ils viennent ces élèves. À Saint-Josse ou à Molenbeek, c'est les chiffres de 2005, mais enfin je crois que de toute façon ils sont encore d'actualité, plus ou moins 40 à 50% des élèves que j'avais dans mes classes venaient de familles où les revenus ne provenaient pas du travail. Alors est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas bien? Non, ce n'est pas la question. Simplement, il y a un problème aussi d'image et un problème de communication et d'éducation aussi à ce niveau-là. Autre élément qui est important, c'est le chômage. On a parlé plusieurs fois en introduction du chômage des jeunes dans ces quartiers-là. 43% à Molenbeek de jeunes au chômage. Alors on me dit, oui, mais bon, c'est normal, c'est des jeunes qui ne sont pas qualifiés, donc c'est normal qu'ils soient au chômage. Non, non, ce n'est pas seulement ça. Parce que si on voit le chômage des jeunes qui ont une qualification, on voit aussi que le chômage est plus important dans les communes telles que Molenbeek, Anderlecht ou Laken. Donc on voit qu'il y a une réelle discrimination. Et on a fait un petit test pour la petite histoire avec mes élèves où on a envoyé des CV en changeant simplement les noms. Hein. Une fois, je m'appelle Noémie et Lucas. Une autre fois, je m'appelle Mustapha et Fatima. Et on voyait le taux de réponse qui était de 50% moins important lorsqu'on avait un nom à consonance maghrébine. Donc la discrimination existe évidemment. Donc ce n'est pas simplement le fait que ces élèves ont une qualification moins importante. Il y a évidemment une discrimination à l'emploi. On me dit 2 minutes. Donc il y a urgence à initier un changement, et j'adore cette phrase de JFK, à vouloir étouffer les révolutions pacifiques au rang inévitable les révolutions violentes. Quand j'ai écrit le bouquin, c'était il y a quelques années, et depuis lors, il y a eu plein d'événements qui sont des événements dramatiques, les événements notamment du 7 janvier. Donc on a deux attitudes à avoir par rapport à cette urgence qu'on connaît dans les grandes villes. Soit on prend la politique des trois singes, hein, on n'écoute pas, on ne voit pas, on ne parle pas et on passe à autre chose. Soit on s'implique dans l'éducation et on donne du temps à l'éducation. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le projet Teach for Belgium dont on parlera lors du workshop. Pourquoi s'impliquer dans l'éducation? Tout simplement, l'éducation est à la base de tout dans une société. L'éducation est à la base de la croissance économique, l'éducation est à la base du bien-être, l'éducation est à la base d'une réduction de la criminalité. Vous savez que 90% des personnes qui sont dans les prisons en Fédération Wallonie-Bruxelles ont une éducation de degré inférieur. Le sentiment de cohésion sociale, pas une seule fois en 5 années que j'enseignais, il ne s'est passé une semaine où j'avais un de mes élèves qui venait me trouver en me disant « Monsieur, je m'appelle Bilal, j'ai 21 ans, j'habite Molenbeek, je fais une section professionnelle, qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive encore de bien ?» Donc évidemment, l'éducation est évidemment essentielle pour le développement de la cohésion sociale. Alors, une chose positive dans tout ça, c'est le fait que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité le fait que venir de milieux socio-économiques bas entraîne
de manière inéluctable des niveaux de scolarité peu élevés. Et ce graphe est pour moi le plus intéressant. Vous avez ici les petits points rouges, ce sont des écoles. Vous avez les indices socio-économiques sur la base des ordonnées, et puis vous avez sur la base des abscisses les points PISA. Et vous voyez une claire corrélation entre les écoles à indice socio-économique bas qui ont des résultats PISA peu élevés. Sauf qu'il y a ces deux points-là. Deux écoles qui sont à indice socio-économique bas ont des résultats PISA très différents, des résultats de scolarité très différents entre les élèves. C'est quoi la différence? C'est ce qu'on appelle l'effet enseignant. Ça veut dire que dans cette école-là, il y a des enseignants qui tout simplement croient encore au pari d'éducabilité de Philippe Mérieux, croient tout simplement que chaque élève peut y arriver, quelle que soit leur origine socio-économique, et se battent pour ça. Donc il faut croire au premier élément qui fait qu'on a une scolarité de qualité dans un pays, c'est d'abord les enseignants, et miser tout là-dessus. Alors, je terminerai, oui, j'aime bien celle-là, sociologiquement, vous devriez être au bout, oui, qu'est-ce qu'il a dérapé? Donc voilà, on peut évidemment arriver à des choses qui sont autres que des trajectoires de vie, normalement prédestinées. Et je terminerai par le décret 97, qui est le décret mission, qui en communauté française détermine les missions pour lesquelles un enseignant est destiné à enseigner. Ce décret, pour moi, quand je l'ai lu pour la première fois, quand je suis devenu enseignant, il m'a bouleversé parce que je me dis « Waouh, quel métier fantastique, promouvoir la confiance des élèves, etc. » Et surtout, le dernier, assurer à tous les élèves les mêmes chances d'émancipation sociale. Alors, ce décret a été écrit en 1997. On est tout de même encore très loin de sa réalisation, mais j'espère qu'un jour, on va y arriver et qu'avec le Tché, on pourra reprendre cette devise, soyons réalistes et demandons l'impossible. Merci de votre attention.